Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention pour ce nouveau numéro de Questions d'actu. Alors, Questions d'actu qui continue ce soir d'accompagner par ces débats l'actualité politique nationale, très particulière ces dernières semaines, ces derniers jours aussi. Alors, dans le factuel, le tout récent communiqué de la présidence de la République qui annonce que le président Abdelaziz Bouteflika s'engage à prendre d'importantes mesures pour assurer la continuité de l'État. Il annonce aussi qu'il va démissionner avant le 28 avril prochain. C'est donc les deux principales informations aujourd'hui, en plus de l'information relative au parquet général près la Cour d'Alger qui porte à la connaissance de l'opinion publique que des enquêtes préliminaires sont mises en œuvre pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Alors, pour en débattre de la situation politique qui prévaut dans le pays et de la sortie de crise, nous avons le plaisir de recevoir ce soir avec nous Madame Maître Nadia Aidzaï. Vous êtes présidente du SIDEF, mais aussi de la Fondation pour l'égalité. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. À vos côtés, professeur Abdelhak Mekki, vous êtes politologue, enseignant. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Également avec nous, professeur Mohamed Cherif Benmehoub, vous êtes économiste, spécialisé notamment dans l'économie institutionnelle. Et à vos côtés, monsieur Amazit Boukhalfa, vous êtes journaliste. Et je commencerai avec vous. Donc, Maître Nadia Aidzaï, un communiqué qui annonce que le président Abdelaziz Bouteflika s'engage à prendre d'importantes mesures, mais également démissionner avant le 28 avril 2019. Eh bien, c'est une nouvelle qui, en fait, vient peut-être répondre aux interrogations déjà de la classe politique, mais surtout du peuple, qui était demandeur d'un certain nombre de choses, et particulièrement le départ de cette classe politique qui aujourd'hui gère le pays et doit le gérer jusqu'au 28 avril. Donc le fait que l'on réponde par ce communiqué et qu'on dise le président va démissionner, c'est en fait une sortie de crise dans laquelle on a vécu depuis déjà plus d'un mois où les demandes du peuple n'étaient pas entendues, mais qui ensuite ont laissé... Qui a connu aussi des concessions de la part du pouvoir en place. Non, mais c'est que le vide juridique s'est installé d'abord par la suppression de la commission d'élection, par l'arrêt des élections, et donc presque par le rejet des candidatures qui ont été déposées, et par le fait que l'on n'ait pas pu entrer dans l'alinéa 1 de l'article 102, qui était réclamé au début, qui était celui de constater la vacance, soit pour cause de maladie, soit pour incapacité. Et on n'a pas pu le faire, mais aujourd'hui, on va s'acheminer vers la vacance du pouvoir pour cause de démission. Et le Conseil constitutionnel va donc se saisir d'office, parce que lui-même n'a pas voulu se saisir, à la demande du peuple, à la demande même du général-major, donc le vice-ministre de l'armée, qui a suggéré donc que le Conseil constitutionnel se saisisse. Il ne l'a pas fait alors que la Constitution lui permet de le faire d'office. J'espère qu'il va le faire donc pour cette annonce qui est celle de dire il y a donc vacance de pouvoir pour cause de démission du président de la République et donc le président du Conseil de la Nation prendra alors sa fonction pour assurer l'intérim de la présidence et pour préparer les élections dans les 90 jours qui suivent son installation. Voilà, maintenant on va se poser la question de comment va se faire, comment vont s'organiser ces élections dans les 3 mois, la transition de tel manière que constitutionnellement c'est prévu. On a mis en place un gouvernement.
C'est un gouvernement donc de transition qui va accompagner ces élections, ces prochaines élections, et puis ce gouvernement donc sera changé avec le nouveau président de la République qui sera élu si c'est fait dans les 90 jours donc de l'installation, comme le stipule. Alors bon, là vous parlez un peu des mécanismes qui vont entrer en jeu pendant cette transition qu'on attend tous, mais je passerai la parole à Abdelhak Mekki, toujours autour de ces principales annonces. Écoutez, bon, moi je juge la chose plutôt comme un enjeu politique, non pas simplement un enjeu juridique, mais comme un enjeu politique. C'est clair que le président a été humilié par l'évocation de l'article 102, parce qu'on parlait d'empêchement pour maladie, et donc ça veut dire expertise non seulement physique, médicale physique, mais mentale aussi. Et donc le président aujourd'hui réagit en disant « je démissionne avant le 28 ». Et donc cette réaction, évidemment, elle sauve un petit peu sa dignité, en quelque sorte. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans la logique de ce qui s'est passé depuis justement l'annulation des élections, c'est qu'on veut gagner du temps, parce que je n'oublierai pas que le président, avant même qu'on entre dans la campagne... Mais gagner du temps par rapport à quoi? Oui, alors j'arrive. Avait prévu, enfin ou proposé de rester pour une année en plus, une prolongation du mandat, et je pense que ça reste encore valable parce que la démission montre que ça reste valable. Et si aujourd'hui on arrive dans les 3 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les 3 mois. C'est-à-dire que nous avons un président intérimaire après la démission. Un président intérimaire n'a pratiquement aucun pouvoir à part d'organiser des élections. Et donc là, on est exposé à tous les risques politiques parce qu'il ne faut pas oublier l'autre partie. Si la rue continue à amplifier ses revendications sur la totalité du système, et si elle refuse justement le fonctionnement de ce gouvernement comme elle le fait aujourd'hui. La rue ne s'essouffle pas. La rue ne veut pas s'essouffler, c'est ça. C'est-à-dire, il faut bien le comprendre. La rue ne veut pas s'essouffler. Je ne voulais pas parler à la place de la rue. Par contre. Non, je ne parle pas, mais elle ne veut pas s'essouffler. C'est-à-dire, elle essaie de trouver à chaque fois. La preuve, juste après la nomination du gouvernement, elle est sortie en pleine nuit pour manifester. Et donc, on sent qu'il y a le rejet total. Et donc, il y a une sorte de négociation par des propositions juridico-politiques de façon à atténuer justement la mobilisation de la rue. Et comme on le sait, on a en face des fins politiques de manœuvrer de façon à rester encore au pouvoir. Moi, je ne pense pas que Bouteflika ait changé de position à propos de son amour indescriptible de la fonction de l'État et de la politique. Allez-y, monsieur. Alors, écoutez, moi je pense que le fait qu'on ait évoqué dans le communiqué la continuité de l'État, c'est une excellente chose. Qu'on ne laisse pas un pays sans institution. Donc si c'est vraiment cette préoccupation, cet intérêt qui apparaît dans le communiqué, que les gens, ces personnes ont cet intérêt pour la continuité de l'État, je dis que c'est une bonne chose. Rien ne justifie de proroger le mandat du président au-delà de son mandat de 28. Je pense que rien ne le justifie. Le fait qu'il reste, ça aggrave la crise du pays. Maintenant, c'est vrai, on aurait pu gagner un peu plus de temps si on avait appliqué l'article 102 il y a 15 jours peut-être. On aurait peut-être gagné les 45 jours plus les 30, plus les 90. On aurait un peu plus de temps pour organiser les élections. Là, il va pousser jusqu'au dernier jour pour laisser 90 jours, ce qui est insuffisant pour organiser des élections vraiment transparentes et régulières. Ça pose vraiment un problème. Mais je pense le génie des Algériens est là. Et la rue est mobilisée pour qu'on ait des élections transparentes et régulières, à condition que ces gens qui manifestent aujourd'hui dans la rue vont contrôler les urnes le jour des élections. C'est ça la véritable mobilisation. Parce que là, la rue ne veut pas de représentants. Ça, je ne m'explique pas ça aussi, hein, je ne sais pas. Mais selon quel mécanisme, professeur de représentation.
Non, je ne parle pas de représentation, de contrôle des élections. La loi électorale l'autorise. Les électeurs d'un bureau d'élection peuvent contrôler, peuvent être membres du bureau, etc. etc. Non, les mécanismes existent, mais à condition qu'on soit mobilisé pour qu'il n'y ait pas de trafic, comme on l'a fait. Mais encore faut-il connaître la nature de ces décisions importantes que va prendre le chef de l'État. C'est la démission, la seule décision qui lui reste, je pense. Entre autres. Oui, peut-être il y aura changé peut-être le président du Sénat parce que la rue ne veut pas de celui-là pour assurer l'intérim. Il y aura des choses comme ça. La question principale, c'est celle de la... Oui, mais est-ce que cela ne posera pas, par exemple, un problème des constitutionnalités ? Oui, bien sûr. Non, ça ne pose pas de problème si on respecte la Constitution. Jusque-là, elle a été respectée plus ou moins. Mais moi, j'aimerais bien qu'on s'accroche à la Constitution, qu'on ne la viole pas trop. Elle a été violée. Le fait d'annuler les élections, c'est une première, c'est un viol de la Constitution, mais qu'on s'accroche au moins pour le reste. Parce que la pire des choses qui puisse arriver à l'Algérie, au pays, c'est de sortir totalement de la Constitution. Aujourd'hui, c'est vrai, 3 mois, c'est peu. Mais Cela dit, il y a risque d'être dans une situation d'exception. Si on dépasse les 3 mois. Si on dépasse les 3 mois, mais je ne vois pas, je pense qu'on peut aller. La question principale qui se pose aujourd'hui, c'est l'instance qui organise les élections, qui supervise les élections. Là, c'est une question importante. Celle qui a été mise en place, elle a été dissoute. Maintenant, est-ce que le président va désigner une autre avant sa démission? Parce que c'est un décret présidentiel et elle est prévue dans la Constitution de 2016. Ça, le temps ne le permet pas peut-être, mais je pense qu'on trouvera des solutions quand il y a des problèmes techniques comme celui-là. Et la rue, elle ne veut pas avoir des représentants, je ne sais pas pour quelle raison. Aujourd'hui, elle sera obligée de s'organiser pour avoir des représentants. On ne peut pas continuer à manifester chaque vendredi et attendre que des institutions leur proposent quelque chose et ils vont faire le référendum dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui, la rue doit accepter, dans tout mouvement, il y a un moment donné, on arrive à une situation d'avoir des représentants pour discuter, pour sur négocier. La position de la rue, on essaiera de détailler ça un tout petit peu en détail, enfin en profondeur. Mais avant, j'aimerais avoir l'avis de Amazit Boukhalfa, donc je crois que je reprends la même question. Si on observe disons les 3 grandes positions jusqu'à présent, ce qu'on appelle abusivement la rue, parce que le peuple maintenant ce n'est plus la rue, c'est tout un peuple qui... On a vu l'ampleur des manifestations. Et d'un côté, si on voit de l'autre côté les institutions, c'est-à-dire avec le Conseil constitutionnel, la présidence de la République, etc. Et de l'autre côté, la forte pression, parce que c'était un groupe de pression très important, l'armée, chacun campe en fait sur ses positions. La rue campe sur... C'est la radicalité, parce que plus on va, plus on se radicalise. Plus la rue, ce qu'on appelle la rue, se radicalisera. De l'autre côté, la décision du président de la République aujourd'hui, ce qu'il nous a envoyé, c'est la feuille de route, en fait. C'est sa feuille de route, qui a été rejetée, rien n'a changé pratiquement. C'est ça. Ce qui a été rejeté. De l'autre côté, la principale force organisée du pays, qui est l'armée, a émis le vœu de l'application de l'article 102, il y a une quinzaine de jours, un peu plus d'une semaine, a demandé l'application. En fait, ce n'est pas une injonction, effectivement. Mais je crois qu'on essaye de chercher à l'intérieur des institutions, des textes, on essaye de chercher des réponses à une situation exceptionnelle. L'irruption de partenaires qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire le peuple, son irruption sur la scène politique, son exigence cette espèce de dégagisme. Vous voulez dire que le peuple, l'élan populaire change tous les paradigmes qu'on a connus, tout ce que nous avons connu, toutes les situations politiques que nous avons connues jusqu'à présent. Et c'est cette façon de se mettre en colère sans être en colère. Que nous avons subi. Exactement. Le peuple est en colère, il exprime un ras-le-bol extraordinaire de plus de 20 ans parce qu'il demande que tout change. C'est une refondation de la République, ce n'est pas des réformes qu'il demande.
Et quelles réponses on a apportées? On a apporté des réponses constitutionnalistes, des réponses juridiques. Je comprends le souci des institutions de s'en tenir, et le professeur a raison, s'en tenir, il faut qu'on s'en tienne, parce que sinon à quoi s'accrocher? Sinon c'est le chaos. Dislocation. Ah oui, c'est l'éclatement, c'est l'explosion. Donc il faudrait, comment? C'est-à-dire que la question, comment sortir, mais pour aller où? Alors, devant l'impossibilité de répondre aux fameux slogans. Il y a actuellement une espèce de dialogue de sourds qui s'est instauré. La rue, je n'aime pas tellement ce terme, le peuple. Le hirak. Le hirak, voilà. Je préfère le hirak. Le hirak, parce que c'est un peu trop grandiloquent, le peuple. Ce mouvement extraordinaire s'en tient à ses positions. Et il se radicalise de plus en plus. Et il va se radicaliser de plus en plus. Et nous connaissons l'Algérie. Quand il y a radicalité, il y a violence. Nous connaissons ce pays. La radicalité amène la violence. C'est la radicalité. Alors, on espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à cette situation. Je peux faire une remarque. Juste une remarque. Parce qu'en fait, la question de la démission du président du Sénat, si elle se fait dans la même pièce que M. Bouhadja, elle est totalement illégale. C'est-à-dire que méfions-nous aujourd'hui. Pour moi, depuis la première feuille de route du président Bouteflika, nous sommes dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit d'invoquer la Constitution ou n'importe quelle loi. Il y a un fait, c'est qu'il faut arriver à la négociation. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant, comme on a dit, le Hirak comprenne qu'il faut aller à la négociation. Mais comment arriver à cette négociation? Aller à la négociation. Il y a des possibilités, on peut envisager. Avec qui négocier? Si vous permettez, si vous permettez, avec le peuple, c'est un non-sens. Si vous permettez, allez-y Nadia. Alors, si vous permettez, moi je peux dire que on est en train de combler un vide juridique et il faut qu'il y ait un recours à la Constitution, un recours au droit. Absolument. On ne peut pas parce que il faut rester dans le cadre de la Constitution. Ça, c'est pas pour être trop légaliste ou pour être dans le juridisme, mais au moins pour l'ordre, dire que nous avons une Constitution, même si elle a été violée souvent, au moins pour ça, il y a une sortie de crise qui va se faire de cette manière. On évite un vide constitutionnel et en même temps, même si c'est une réponse à la demande du peuple et même si le peuple, lui, voulait à tout prix que tout le personnel politique s'en aille, il s'en est pas allé, puisque on nous a sorti un gouvernement avec plus de la moitié des mêmes ministres qui étaient là. C'est vrai qu'il y a des jeunes, c'est vrai qu'il y a des personnes inconnues qui sont là et qui sont ministres, mais ce n'est pas avec ce gouvernement qu'on va encore rétablir une confiance que demande le peuple. Le peuple demande une confiance. Mais toujours est-il que nous avons cette sortie de crise, une sortie constitutionnelle qui en même temps peut ouvrir des pistes politiques. Parce que je pense que la sortie de crise est à la fois juridique mais aussi politique. Et le politique, nous ne pouvons pas... Alors, dans politique, il y a négociation. Depuis le début, nous sommes dans le politique. Même quand vous dites, M. Gaïd Salah, suggérer le recours à l'article 102, c'était une position politique de sa part. C'était de dire, régler le conflit et répondez au peuple. Aujourd'hui, nous avons cet article 102, alinéa 4, démission. C'est vrai qu'il y a ce gouvernement qui va assurer la transition, mais en même temps préparer les élections avec le président du Sénat, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Alors justement, ils ne peuvent pas. Alors Nadia Elzem, justement, alors la rue ne fait pas confiance. Car la confiance a été rompue entre gouvernants et gouvernés, ça on le sait. Oui. Alors, mais sortir de cette situation, Mazid Bouhalfa parlait tout à l'heure de négociation. Alors si on connaît le pouvoir en place,
Il y a en parallèle, de l'autre côté, la rue ou le peuple, mais négocier entre qui et qui? Écoutez, à un moment donné, nous avons des gens qui sont au pouvoir, qui exercent le pouvoir, qui assurent la marche des institutions. En face, nous avons le peuple ou la rue, mais à côté aussi, nous avons des partis politiques et le mouvement associatif. Je pense que la rue, même si vous pensez que la classe politique est représentative? Elle n'est pas représentative, mais elle existe. Elle est là. Elle existe elle est là. On est obligé de faire avec. Mais c'est normal. On ne peut pas non plus eux-mêmes les effacer. Ils sont là, quelle que soit la chose. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes, si nous voulons que le pays avance, si nous voulons construire un pays sur des bases solides, c'est de revenir à ces négociations avec ces partis politiques, avec la société civile, avec les représentants de ce mouvement populaire qui, lui, a des aspirations que ni la classe politique n'a, que peut-être même la société civile n'a, puisqu'ils se disent ne pas être représentés par ces gens-là. Eh bien, ils vont apprendre à s'organiser et à se structurer et à faire en sorte qu'ils aient des représentants. Mais nous sommes obligés de passer par ça. Alors, comment arriver à cette négociation? Je peux dire, attendez, pardon. Sauf qu'à la table des négociations, il faut qu'il y ait des femmes. Il est impératif qu'il y ait des femmes, c'est-à-dire, et des jeunes. Il est impératif qu'il y ait des femmes, parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus aller vers des négociations, et c'est la résolution 1525 des Nations Unies, et qui est portée par l'Algérie, puisque tous les ans, avec l'Union africaine, elle fait des réunions sur ce sujet. La présence des femmes est indispensable. C'est-à-dire qu'on nous a eu en 62, on nous a eu dans les années 90. Aujourd'hui, il faut que nous soyons là. Il pose une question. Alors, il pose une question. Qui peut négocier avec le peuple? Le peuple, il exige. Le peuple a dit, voilà ce que je veux. Maintenant, je vais aller... Donc, qui va négocier avec le peuple? Ce que je ne veux plus. Voilà. Je ne veux plus de ça. Maintenant, il appartenait et il appartient à ce qu'on appelle la classe politique, ou ceux qui dirigent le pays, ou ceux qui sont payés pour ça, d'apporter des suggestions. Or, citez-moi un seul parti politique aujourd'hui qui peut porter une espérance collective ou qui peut canaliser la colère. Nous n'avons pas. Le peuple a exigé le départ du président de la République. Non. Toute la classe politique. Non, attendez, on parle de la classe politique. Attendez, avant la classe politique, le peuple s'est adressé. La classe politique. Monsieur, dans la rue a dit, le président de la République actuel et son personnel politique doivent partir. Oui. Voilà ce que le peuple a dit. Oui. Puis ensuite, au fil des manifestations, puisque les partis politiques se sont intégrés à ces manifestations, beaucoup de présidents de partis politiques ont été hués. Okay. C'est ce qui s'est fait, ont été rejetés par la rue. Mais le mot d'ordre, le seul mot d'ordre qui est eu, c'est départ de l'actuelle classe politique. Oui. Aujourd'hui, le chef de cette classe politique dit « je vais démissionner ». Non mais madame, excusez-moi. Depuis le 22 février, vous oubliez une donnée importante. Depuis le 22 février, il n'y a plus de partis politiques. Et depuis une semaine, il n'y a plus d'institutions politiques. Exact. De l'État, je veux dire. Il y a l'État incarné par de l'administration et les institutions encore en place. Mais aujourd'hui, il y a un acteur qui est sorti, qui devient à la fois acteur et arbitre. C'est l'institution militaire. Si, après le 27... c'est autre chose. Ah non, c'est très important. Oui, mais c'est autre chose, c'est pas le peuple. Mais je n'ai pas dit le peuple. Oui, le peuple négocie avec cette institution. Déterminante en dernière instance. Aujourd'hui, madame, nous allons jusqu'au 27, si le président va prolonger son plaisir jusqu'au 27. Après le 27... où le président du Conseil de la Nation prend en charge, on organise les élections, je ne sais pas dans quelles conditions. Si le Hirak refuse cette formule ou ce modèle d'organisation des élections, c'est l'institution militaire qui va être en première ligne.
avec le Haut Conseil de sécurité, une institution prévue dans la Constitution. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on respecte plus ou moins la Constitution, ce qui en reste. Et à ce moment-là, l'institution militaire est en mesure de proposer une forme collégiale. Est-ce que vous ne pensez pas que... Je suis pas... Moi non plus, je ne suis pas d'accord, parce qu'il n'ira pas jusque-là. Dans la constitutionnalité de régler un problème. Il y a un problème, je crois, il y a un l'armée problème. n'ira pas Il y a un jusque-là. problème dans la théorisation du mouvement du Hirak. Non, le Hirak n'était pas au début contre Bouteflika, il était contre le cinquième mandat. Ça c'est important. C'est-à-dire que nous étions dans une phase de conscience individuelle. Comprenons que nous sommes en train, dans la rue, nous sommes en train de passer progressivement vers une pensée révolutionnaire qui change tout. En fait, c'est parti sur la base d'une conscience individuelle. Je ne veux pas du cinquième mandat. Et puis tout à coup, dans la rue, on a découvert qu'on avait une grande force. Et c'est tout le système, tout le régime issu de 1962 qui est remis en cause, avec y compris ses partis, ses associations, etc. Pour quelles raisons? Pour les raisons sociales que connaissent cette génération de jeunes qui nous a surpris. Il y a un mois, il y avait des avis, mais vraiment dramatiques sur la jeunesse, qu'elle est incapable, etc. Et cette jeunesse qui a pris conscience, elle a dit non, moi je ne veux pas ce système. Tout le système, elle le rejette. Elle le rejette parce qu'elle souffre du chômage et de tous les maux sociaux. Mais M. Mekki, parallèlement à ça, elle rejette aussi toute représentation. Oui, j'arrive. J'allais parler de la représentation. Non, je pense elle n'arrive pas à admettre une représentation. Pour quelle raison? Parce qu'elle a appris dans les générations précédentes qu'on a volé le mouvement politique de cette génération par le fait qu'on a cherché des représentations. Un rappel historique, si vous voulez bien, un rappel historique. En 1962, ce qui s'est passé, en 1962, la rue était occupée par le peuple. Exact. Le 7 juillet, le président Belkheda du GPRA avait dit « Rentrez, il faut reprendre le travail, il faut chacun... » Il a débarrassé la rue. Elle a été occupée par d'autres. Et cette leçon, ils l'ont retenue. Ouais. C'est-à-dire que dans la mémoire collective, c'est ce qui s'est passé en 62. Non, mais vous croyez que la rue aujourd'hui a retenu ce qui s'est passé en 62? Il parle de mémoire collective. Je crois que le ressentiment de l'exclusion, c'est le ressentiment de l'exclusion qui a été le facteur déclencheur. Excusez-moi, il y a le fait générationnel. Caractériser le Hirak par deux facteurs importants qui sont très positifs. D'abord, pas de revendications socio-économiques jusque-là. Tant mieux, pour ne pas compliquer les choses. Deuxièmement, pas de position idéologique. C'est une excellente chose. Imaginez si dans ce Hirak, on avait des positions idéologiques et des tendances. Ça serait très dangereux. Donc, moi, je pense que le Hirak... les idéologies, elles sont en faillite, les idéologies. Non, elles sont en faillite, on le voit dans le monde entier, elles sont en faillite. Elles sont à l'affût, les idéologies. Le nationalisme peut émerger à tout moment. Le populisme, parlez-moi du populisme. Le régionalisme. Il y est le populisme, il y est. Non, le régionalisme, les idéologies, les elles sont en problèmes faillite. ethniques, etc. Nous sommes heureusement à l'abri de tout cela, c'est tant mieux, ça facilite un peu les choses. Je reprends un peu l'idée qui a été avancée. En 62, effectivement, il y avait ce mouvement, mais en 65, on a récupéré le pouvoir. Ah, bien sûr. Même chose, 88. Confisquer le pouvoir. Je ne vais pas jusque-là. Les mots sont clairs. Confiscation de la Constitution. Laissez-moi parler, vous prenez la parole tout à l'heure. On va le laisser parler, monsieur. 88, c'est différent, mais une révolte populaire. Assez radicale, plus radicale que celle d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a fait 91-92, récupérer ce mouvement, cette dynamique de la société. Je crains aujourd'hui que cette dynamique populaire, ce Hirak qui revendique, qui est mobilisé, qui est discipliné, qui est civilisé, il faut dire le mot, risque, si on ne fait pas attention, qu'il soit récupéré. Par qui ?
Ah ben, je ne sais pas, par les forces qui Les interviennent à forces tout moment. populistes. Le C'est populisme. pourquoi, Le simple truc. Le c'est populisme pourquoi peut faire effondrer. réfléchir sérieusement. Aujourd'hui, faire le diagnostic du passé, ça ne sert à rien. Ça a été fait. Réfléchissons sur l'avenir. C'est présent Qu'est-ce qu'il dans les faut- consciences. Qu'est-ce qu'il Je faut suis faire désolé. dans les consciences. Non, Qu'est-ce qu'il faut c'est faire présent dans les consciences. pour éviter la répétition de ces deux exemples que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le Hirak, qui est en train de bouger aujourd'hui, obtienne son statut de citoyen à part entière. Et qui doit lui Vas-y, donner ce statut Eh ben, Ça, c'est la question Eh ben, qu'on moi, se pose. j'ai dit tout à l'heure, Qui le Hirak doit passer à une phase, celle de désigner ses représentants. Il ne veut pas. Il veut doit. pas. Il veut pas. Parce qu'on l'empêche. Non, on l'empêche pas, Non, pas si, du si. tout. Qui l'empêche On Non, l'empêche. il Alors, veut qui pas l'empêche parce que, On va voir des justement, informations des il y gens a qui des viennent. problèmes. On va voir. Il ne faut le pas leadership négliger. aujourd'hui en Algérie, il n'y a pas de leadership. Il ne faut Et ça, pas c'est un négliger sérieux un problème. phénomène qui existe en politique, ce qu'on appelle, ça a été évoqué, ce qu'on appelle la représentation sociale. Le jeune d'aujourd'hui, avec ce Hirak, a compris que ce pays, pendant 17 ans, a été gouverné avec une confiscation totale de la Constitution. 17 ans, 17 ans. Ce jeune aujourd'hui a compris par la représentation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans le subconscient et qui émerge au fur et à mesure qu'on avance dans la rue, si l'on veut, a compris que son père et son grand frère ont été traités injustement. On leur a fait peur. Il a eu peur lui-même un peu et aujourd'hui, il n'a plus peur. En fait, il faut comprendre le mouvement social. Le mouvement social prend cette allure politique et c'est clair, il montre une certaine, entre guillemets, civilisation politique parce qu'en fait, il tient compte aussi de ce que lui disent les aînés. Il faut faire attention, etc. Et qu'il est encadré de ce fait-là. Il veut pas. au monde aussi. Hein, Oui. Et puis surtout qu'il a tiré les leçons de 2011 et les leçons de 88, etc. Et des expériences arabes. Et des expériences de arabes, l'Égypte, exactement. Et donc aujourd'hui, permettez que je dise un mot. il y a une crise totale du système. En fait, il est refusé en bloc par le Hirak, en bloc. Je vais poser une la question, solution, madame, juste j'aurais fini. La solution, à mon avis, c'est qu'il faut que le mouvement, il est en train de basculer et il peut l'être dans quelque temps, dans un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire, à force de refuser avec radicalité, il va rentrer comme un mouvement révolutionnaire. Et c'est ça, et c'est là... Est-ce que vous insinuez Vous d'un permettez que risque je pour dise rentrer un dans mot un cycle de violence? Non, pas un cycle de violence. Non. Révolutionnaire, ça veut dire tout simplement qu'il va lui-même trouver la solution pour aller lui-même au pouvoir. Allez-y. Non. Voilà. Non. Moi, je crois que c'est trop idyllique toute la discussion que nous avons est trop idyllique. Trop théorique. Théorique et idyllique. Parce Mais on que... a besoin. Non, pardon. Je ne vous ai pas coupé, donc laissez-moi surtout que vous criez, donc on peut plus s'entendre. Donc, je dis que lorsque vous sortez dans la rue, vous avez un mot d'ordre qui unit toutes ces personnes différentes et venues d'horizons différents, mais toutes avec des revendications personnelles qu'elles ont eues, mais qu'elles expriment soit par les pancartes, soit par les banderoles, soit par les drapeaux. Ça veut dire que chaque groupe qui vient manifester pour exprimer sa demande. Oui, la demande, elle est Mais là. autour, sa demande, vous avez les berbéristes qui sont là, vous avez le mouvement féminin qui est là, vous avez peut-être pas la tendance dont tout le monde a peur, mais qui est peut-être à l'affût et qui attend son heure, qui est là, mais qui est en train d'observer. Vous avez des jeunes qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. C'est un mouvement qui est traversé par des contradictions qui sont idéologiques, mais qui ne s'expriment pas verbalement. Elles s'expriment par les pancartes
et la totalité de ces pancartes les unit en disant le régime, le pouvoir, ce personnel politique doit partir. Voilà ce qui unit aujourd'hui le peuple. Système en bloc, alors, on ne peut pas rejeter le système en bloc parce qu'il nous faut des institutions et il faut que l'État assure ou que ces institutions assurent un minimum de fonctionnement. Ce que nous pouvons faire et ce qui aurait pu être fait depuis la sortie de ces personnes-là, c'est le changement du personnel politique. Pourquoi? Parce que ce personnel politique a fait dans l'injustice. Ce personnel politique, et depuis des années, depuis plus de 30 ans, a fait dans l'injustice, a fait dans l'abus de droit, a fait dans l'abus des privilèges, a fait dans la hogra, dans les arrestations, dans la liberté d'expression qui n'a jamais été respectée. Quand la rue rejette le système en bloc, est-ce que cela signifie quelque part une absence de conscience politique? Non, non. Ils sont conscients parce qu'ils ont été touchés par cette injustice. Si ce n'est pas eux, c'est leurs parents. C'est des jeunes qui ont 20 ans et plus. Ces jeunes ont été touchés par l'injustice qui a touché leurs parents. Manque de logement, manque de travail, vous parlez, vous êtes emprisonné, vous voulez vous réunir, mouvement associatif, on vous interdit, vous voulez négocier comme l'ont fait les jeunes médecins, ils ont été battus dans la rue. Écoutez, quelle est la personne ou quel est le degré de patience que peut avoir une personne quand vous avez sur vous toute cette haine qui est déversée? Et pourtant, le peuple algérien a patienté pendant des années. Il a pris sur lui toute cette hogra, toute cette méchanceté, tous ces privilèges qu'il voit passer devant ses yeux, tout ce travail qui est donné à des gens alors que lui cherche du travail. Et on l'a vu et on le voit dans les journaux que ce personnel a placé ses enfants dans des postes, dans les entreprises, dans Air Algérie et partout. Vous comprenez que vous vous dites que ce pays a quand même été accaparé par une minorité. Et ces jeunes ont un ras-le-bol. C'est peut-être un ras-le-bol que nous aurions pu exprimer nous aussi, sauf que nous le faisons, parce que nous le faisons dans le mouvement associatif, nous essayons de lutter, mais eux n'ont pas de cadre pour le faire. Le seul cadre, ça a été la rue. Ils se sont libérés, ils ont libéré leur parole. Et cette libération de la parole a fait qu'ils nous ont permis de retrouver notre dignité aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Allez-y, juste par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Le régime a fabriqué pendant 20 ans cette jeunesse. Qu'elle croyait inapte et incapable, comme vous l'avez dit. Par un populisme incapable. De bas de gamme. Oui. On les a mis dans des salles d'attente avec des tickets. Et celui qui attend un emploi, celui qui attend un logement, celui qui attend l'enseigne. Et on a manipulé toute la population pendant 20 ans jusqu'au moment où on ne pouvait plus distribuer de tickets. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que ça a été tout ça du faux. Et la salle d'attente a débordé. Il faut imaginer ça comme ça. C'est une belle image. C'est une métaphore de la salle d'attente. Absolument. La salle d'attente est sortie. Et qu'est-ce qu'on a gagné sur ça? Pendant que les gens étaient dans la salle d'attente, discutaient entre eux. Les privations, la loi de 2012 sur les associations. C'est un code pénal. Bien sûr. C'est un code pénal pour créer une association en Algérie. Nationale, il faut passer 5 ans pour réunir les 25 000. Encore, quand vous êtes gentil, quand ils n'ont pas envie de vous, ils vous jettent, avec les vous et enquêtes de votre police, dossier. etc. Et je passe sur les autres lois, que je peux citer plusieurs lois de cette nature. Donc on a fabriqué ces jeunes, ils sont le produit d'un cadre institutionnel. Ce n'est pas une génération spontanée, c'est une fabrication. Maintenant la question qui se pose, et je suis entièrement d'accord avec vous madame, le problème n'est pas celui de la démocratie. La démocratie des partis, elle est finie. L'enjeu aujourd'hui pour l'Algérie, ce que demandent ces jeunes, parce qu'ils ne sont pas dans les partis, c'est la liberté. Absolument. Et c'est avec la liberté qu'on construit des partis et de la démocratie. Mais on ne va pas directement à la démocratie sans liberté. Sans liberté, voilà ce qu'on a obtenu comme parti des partis creux. Alors, parmi les... Donc l'enjeu aujourd'hui, je termine avec ça,
la revendication principale et l'enjeu et notre rôle, nous à tous, c'est justement de discuter comment garantir ces libertés dans le cadre des institutions, plus que les partis. Les partis viendront après. Alors, quand vous êtes libre, vous créez un parti. Alors, parmi les nouveautés d'aujourd'hui en termes d'information, alors le parquet général, après la Cour d'Alger, qui porte à la connaissance de l'opinion publique que des enquêtes préliminaires sont mises en œuvre pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. C'est le parquet qui s'est autosaisi, Oui. ça a été décidé à ce niveau. C'est-à-dire que c'est une excellente chose, bien entendu. Et c'est légal. C'est légal, C'est très légal. c'est tout à fait normal. La question qu'on peut se poser, bien sûr qu'on se pose. Pourquoi maintenant? C'est pourquoi maintenant, Pourquoi pas maintenant? avant. Oui. Pourquoi on a attendu lorsqu'on a C'est une vu- réponse à la demande du peuple. Voilà, c'est-à-dire oui, Ça, accéder- c'est vraiment Est-ce quelque que- chose de est-ce bien. que- Ou c'est le que- partage des c'est revendications parce du que peuple. la justice s'est mise Alors, du côté du allez-y, peuple. Ce C'est sont ça, des le fusibles. partage. On va le laisser Oui, passer. oui. Ce sont des fusibles qui sont en train de sauter. sauter. Est-ce qu'on accède effectivement à la demande du peuple pour essayer de calmer, c'est-à-dire, oui, essayer de répondre à une des revendications parmi les plus importantes qui ait jamais été posée, elle a en permanence été posée, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, tout le monde sait, tout le monde savait. Tout le monde savait où partait cet argent. On a demandé où est le milliard de dollars. On sait, si on fait les comptes, on sait, on va retrouver exactement au dîner après. Où est passé Allez-y, je peux cet réagir argent. par rapport à ça. On va faire un tour de table. Là, parce que, encore une fois, nous avons des exemples concrets d'une fiction institutionnelle. Vous savez qu'on a deux organes créés depuis plus de 10 ans. Non, le premier est de 2006, sur la corruption. Et on a deux, un de prévention, l'autre de répression. Comme par hasard, ces deux institutions n'ont rien produit à ce jour. Donc on fait des institutions creuses, de façade, qu'on montre à la population, comme quoi on travaille sur la lutte contre la corruption, mais derrière, il n'y a rien. Là, c'est un exemple type d'une fiction institutionnelle et d'une offre non justifiée, non matérialisée. Et aujourd'hui, la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie a fonctionné sur la base de la loi 90-10 de 90. Elle a été amendée 3 fois, cette loi sur la monnaie et le crédit. Parce que tout passe par la Banque d'Algérie quand il s'agit de transferts vers l'étranger. Elle n'a pas vu passer ces sommes. La surfacturation. On a laissé faire la surfacturation pendant 20 ans, enfin surtout depuis 10 ans. Moi, je fais une périodisation, 99-2009. Et 2009-2019, c'est là. Si de 99 à 2009, on n'a pas construit, on n'a pas mis en place des institutions sérieuses, etc., à partir de 2009, c'est la destruction. Je peux aller jusqu'à peut-être imaginer que c'est voulu même, parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui a été fait pendant cette période en termes de législation, en termes de laisser-aller, en termes de passe-droit. C'est incroyable de 2009 à aujourd'hui. Sur le plan économique, je peux dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, donc, nous avons... Vous êtes assez bien placé pour le savoir. Oui, mais bon, comme ce n'est pas le débat sur l'économie, je m'aligne sur vous. L'économie, c'est une économie politique. C'est une économie politique, d'abord. Et aujourd'hui, effectivement, la conclusion que nous pouvons tirer, nous n'avons pas un cadre institutionnel. Et sans institution, rien ne peut se faire. On ne se réunit pas chaque matin pour prendre une décision. Il faut qu'on mette en place des institutions avec des règles du jeu. Chacun a sa position. Et qui répondent aussi à une situation de crise. Absolument. C'est le cadre institutionnel. Allez-y. En fait, je ne suis pas d'accord avec cette analyse dans la mesure où l'institution a existé, mais c'est l'application de la loi qui n'est pas passée partout, dans tous les domaines. Et cette application, c'est là où le peuple a été le plus victime. En fait, il faut voir le processus de victimisation du peuple. Il a commencé par le fait qu'il y ait des lois. Moi, je le disais souvent dans mes interventions, par exemple, ou mes conférences, si on ferme les yeux et on entend l'arsenal juridique qu'il y a en Algérie, on penserait qu'on est en Suisse ou en Hollande ou aux États-Unis.
en fait, le problème, c'est qu'on avait de belles lois, mais l'applicabilité n'était pas assurée. Ça, c'est un gros problème. Mais ça n'est pas la cause essentielle du Hirak. La cause essentielle, nous oublions ça, c'est le 5e mandat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va enclencher le processus de conscience? Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Le processus de conscience, comme toutes les révolutions, il a commencé par un fait banal, presque banal. C'est-à-dire la famine, la sécheresse, etc. Je ne vais pas parler de toutes les révolutions, mais on n'est pas en train de parler de la révolution socialiste ou bolchevique. On est en train de parler du processus révolutionnaire. C'est-à-dire cette jeunesse, elle est animée comme la jeunesse de 1954. D'accord? Par la misère qu'elle a vécue, par le fait d'avoir entendu. J'ai une question à vous poser. Oui. Je pose une question à M. Meki, je reviens à vous. Vous avez parlé de cette revendication contre le 5e mandat. Moi, je pose une question. Pensez-vous que si le processus électoral n'avait pas été arrêté par le président de la République, est-ce qu'on aurait pu aller vers une situation plus stable que celle que nous vivons aujourd'hui? S'il l'avait arrêté lui-même. S'il ne l'avait pas arrêté. S'il ne l'avait pas arrêté. Je pense que oui. Ben, je pense que oui, parce que finalement, les choses allaient très bien avant que ça devienne évident. Tant que nous étions dans les vœux des partis, des salam alaikum mela khairé, ben, les jeunes écoutaient, attendaient. Mais à partir du moment où c'est devenu crucial, c'est là où le Hirak va... Pour vous, l'élément déclencheur, c'est l'arrêt du processus électoral. C'est l'arrêt du processus électoral qui est à la base... Non, c'était pas ça. Non, je parle le 22. Le 22, c'est pas le même mouvement. On a un mouvement qui va s'exprimer le 22, mais c'est à partir de la 2e et 3e semaine que le mouvement va enfler, et c'est là où vont rentrer toutes les idées, le brassage d'idées. Vous avez dit une chose intéressante, c'est le 5e mandat. Oui. Ok, mais ce 5e mandat est venu après le 22. Après, à la 3e sortie, qui est venue non. À la base, le 5e mandat. C'est le 11. À la base, le 22, c'est le 5e mandat. Alors, au départ, c'est le 5e mandat. Alors, on va faire dans, on va faire dans l'égalité. Voilà. Dans l'égalité. Dans l'ordre. Pour donner la parole à Maître moi, je voulais intervenir sur la saisine du parquet, en fait, et puis sur ce rôle du politique et du juridique. Aujourd'hui, le parquet général prend toute la liberté de s'autosaisir et de poursuivre. Ce qu'il n'aurait peut-être pas fait, ce qu'il n'aura jamais fait, ce qu'il n'aurait jamais fait sans ce Hirak. Pourquoi? Parce qu'il était dominé par le politique. C'est le politique qui a toujours pris des décisions dans ce pays. Et le politique a en fait laminé le juridique. Même si on a eu des lois, même si on a eu les plus belles lois, parce que très souvent, effectivement, lorsqu'on analyse notre arsenal juridique, il est bien écrit, il est bien fait, parce qu'on reprend beaucoup les conventions internationales, parce qu'on copie d'autres lois qui existent, mais au moment de l'effectivité et de l'application, eh bien, on va bloquer, on va faire disparaître des dossiers. Vous en avez qui viennent juste pour faire disparaître des dossiers, faire en sorte que le politique vienne et protège. Ils se protègent, ils se sont protégés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous les voyez, ils sont en train de tomber l'un après l'autre. Parce que le politique les a protégés, et aujourd'hui, puisque le juridique reprend sa place dans ce système... Donc la séparation des pouvoirs est le premier acte de ce Le premier acte, c'est on est en train de vivre un peu cette séparation des pouvoirs qui est la base et le socle d'un État de droit. Le mouvement populaire nous a permis de revenir à cela, de battre en brèche ce politique qui a toujours dirigé ce pays, qui a toujours pris des décisions injustes, illégales, on peut lui trouver tous les qualificatifs, alors que la loi est là. La loi est là. Et quand vous dites au peuple algérien, la loi existe, il vous rit au nez.
il vous rit au nez, il n'est pas bête. Il n'est pas bête, il sait que c'est une loi qui ne sera jamais appliquée. Or, aujourd'hui, si on arrive à cette vraiment, réellement, à cette séparation des pouvoirs, et c'est ce que nous donne comme le parquet général nous donne comme image, comme intention de vouloir peser de tout son poids, de toutes ses attributions, de tout son pouvoir, pour dire, eh ben, j'interviens et je poursuis, et surtout que la loi le lui permet. Elle est là, elle le protège. Le politique n'est plus là pour lui dire, tu sautes, parce qu'on a fait sauter ce personnel. On va le muter, on va l'envoyer. Et je ne vous dis pas, et vous connaissez carrément le juge, le pauvre, celui qui a été démis de ses fonctions parce qu'il avait dénoncé des injustices, il avait dénoncé des pratiques illégales, et jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été rétabli dans ses droits. Donc voilà, moi, quand je vois ça aujourd'hui, je me dis que c'est une conséquence de ce mouvement. Et si nous arrivons, en tout état de cause, nous allons arriver vers cette séparation des pouvoirs. Et en tout état de cause, les choses vont changer. Même si, moi je dis, il y a ce maintien, il y a ce gouvernement qui est là pour assurer la transition et qui représente un personnel politique qui n'est pas parti, à qui on a demandé de partir, j'ai de l'espoir parce que ce mouvement aura laissé des conséquences. Même si on va lui voler la vedette, même si on va lui voler le fruit de ses sorties pendant les 4 ou 5 vendredis. Alors il ne reste pas beaucoup de temps. Rapidement, on va faire un tour de table. Il faut faire attention à l'institutionnalisation du mouvement. Il ne s'agit pas de lui dire qu'il faut respecter le droit et la loi. Il s'agit de le laisser arriver jusqu'au bout de sa propre réflexion, et c'est peut-être tant mieux qu'il refuse justement d'avoir des représentants, parce qu'il n'est pas arrivé au terme de toute sa réflexion. Et c'est là, parce que la récupération est possible quand on ne va pas au terme. Plus les manœuvres dilatoires sont possibles. Et donc, on doit être conscient aujourd'hui. Ce que nous devons éviter, c'est les écueils que nous avons devant nous en Tunisie et en Égypte. C'est-à-dire que si on prend le début du débat, s'il faut négocier avec l'armée, on a vu ce qu'elle a fait l'armée en Égypte. D'accord? Donc, si on veut aller sans réflexion à l'intérieur du mouvement, réflexion sur le pouvoir et la nécessité du pouvoir pour changer le visage de l'Algérie, évidemment, nous serons, comme en Tunisie, avec une récupération du système. Donc, il est vital que le mouvement, le Hirak, comprenne aujourd'hui qu'il doit aller à la phase de la délégation. Non, pas de la délégation, à la phase du mûrissement politique de sa propre pensée. Parce que nous avons besoin qu'il nous dise quel projet de société il veut. Alors, quel projet de société il veut. Alors, quel projet de société, c'est peut-être le thème d'un autre débat, mais là, on est un peu dans la gestion de la crise. Oui. Rapidement, parce qu'on va terminer. Rapidement, deux choses. D'abord, sur la transition. C'est l'économiste qui parle. Il n'y a pas pire chose pour l'économie que les transitions longues. En période de transition, rien ne se fait. C'est pourquoi, ils sont politiques aussi, il faut que s'il y a transition au-delà des 3 mois, etc., je pense qu'on va aller dans ce sens, parce que ce sera la question politique. Et puis le règlement politique de la crise, une fois qu'on aura épuisé toutes les ressources de la Constitution. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. La période de transition doit limitée dans le temps, parce que si plus elle s'allonge, plus il y a de nouveaux acteurs qui vont venir pour récupérer, et le Hirak sera peut-être fatigué, sera peut-être dispersé. Donc ça, c'est un enjeu capital. Il ne faut pas que la transition soit longue. Ça, c'est une question importante. Deuxième question, parce que c'est un peu le débat qui sort, pas dans le Hirak, qui ne parle pas de ces questions, de ces choses. C'est dans les partis politiques et certains leaders politiques. C'est-à-dire que dans la période de transition, on va ouvrir le dossier de la Constitution. Il y a ceux qui parlent de la constituante. C'est-à-dire qu'il faut passer par élire les constituants. Ça, c'est il y a même ceux qui parlent de l'ONU.
Oui, oui. Tout est permis en ce moment. Oui. Malheureusement, il faut être conscient, il faut être responsable. Il ne faut pas jouer avec la nation, il ne faut pas jouer avec un État. Nous l'avons construit avec beaucoup de peine. Il est encore jeune. Il ne faut pas ouvrir encore des dossiers qui fâchent. Imaginez qu'on ouvre le dossier et rédiger le préambule de la Constitution sur la nation algérienne, sur l'histoire de cette nation, sur la formation de cette nation algérienne. Nous allons passer 10 ans. 10 ans, oui. Voilà, moi, je m'adresse à ces hommes politiques, à ces partis politiques. Prenez conscience du coût d'une telle opération. Mais que la Constitution reste ouverte et qu'on l'amende au fur et à mesure de l'évolution de la société, bien sûr, c'est une chose tout à fait normale. Mais qu'on parte avec ce qui existe et construire ce qui existe. Sinon, on va perdre beaucoup de temps et on risque de tout rater. Michel Bouliou, rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire qu'il faut, je rejoins exactement ce point de vue, éviter le Delenda Carthago, c'est-à-dire il ne s'agit pas de détruire Carthage. Il y a un État, qui fonctionne, qui a résisté. N'oublions pas que cet État, avec toutes ses faiblesses, a résisté à des assauts terribles dans les années 90. Très peu d'États auraient résisté de cette façon. Il a tenu ce qu'il a tenu. Maintenant, il s'agit d'améliorer, de le renforcer, d'améliorer les choses, et non pas de tout détruire, de tout... Il y a également, c'est-à-dire cette maladie infantile qui est le populisme, c'est-à-dire, oui, on va arriver, il y a des gens qui aujourd'hui considèrent ça comme étant une revendication de stade, nous sommes au stade. Non, il faut prendre conscience quand même, et Dieu merci, la majorité de ceux qui interviennent, parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans les manifestations. Ah oui, oui. Il y a les moins jeunes aussi. Oui. Il y a tous ces gens qui sont qui ont été brimés pendant, comme disait Madame le maître Naïdzaï, brimés depuis 62, qui ont supporté l'humiliation, qui ont supporté une multitude de choses. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Et puis, je crois que perdre cette idée de vouloir négocier avec un peuple. On ne négocie pas avec le peuple. Le peuple exige, le peuple demande, et puis c'est la racine même de l'article 7. Mais l'article 7 il précise qu'il faut des institutions. Il faut des élections. C'est par les élections, par les institutions qu'il exerce sa souveraineté, et non pas dans une jma'a renouvelée tous les vendredis. Structurée. Alors, merci à Mazid Boukhalfa. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous également, à Mohamed Cherif Belmihoub. 10 secondes. 10 secondes. Moi, je reviens à une idée qui est celle qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qui existe comme parti politique dans ce pays, avec qui il faut aller vers ce jeu démocratique, la négociation, parce qu'il faut préparer des élections transparentes. Il faut qu'on prépare ces élections transparentes, et c'est avec tous ces gens-là, société civile, femmes et jeunes, que l'on peut discuter de l'organisation de ces élections transparentes et crédibles. Merci. Ça, c'est très important. Merci. Et ça, il faut que nous y soyons. Merci, Maître Nadia Aïdzaï. Je rappelle que vous êtes présidente de SIDEF, mais aussi de la Fondation pour l'égalité. Merci à vous également. Donc, je disais, Mohamed Cherif Belmihoub, vous êtes économiste, enseignant également. Mais merci également à M. Abdelhak Mekki. Vous êtes politologue et enseignant, chroniqueur aussi à la radio. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre page YouTube et Facebook qui s'affiche peut-être au bas de votre écran. Sinon pour ma part, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bonne soirée.